Bon, j'attendrai pas la personne dans le tipi. Bonjour! Salut! Ça va? C'est le fun. C'est la première prise. On fait pas semblant qu'on s'est pas vu, là. On s'est pas vu. Enfin. Ouais, assieds-toi. Hey, gêne-toi pas, il y a de l'eau pour tout le monde. Ben c'est ça, nous, on s'est rencontrés parce qu'on on brainstormait sur un truc pour Patrick Groux. Quand je suis arrivé à Montréal, j'ai été beaucoup plongé dans le monde de l'humour. Pourquoi? Parce que j'étais à Musique Plus. C'est l'année où Musique Plus ont réalisé que les humoristes étaient bien payants. C'est toi qui réalisais Louis-José ou Pat qui faisait... Moi, j'ai réalisé de leur clip, mais en régie seulement. C'était Richard Petit qui était comme le réalisateur derrière ça, mais moi, j'étais réalisateur technique. Okay. Mais le Gros Luxe, moi, j'étais à l'écran, là. J'étais avec Pat Groux, j'étais son compagnon, son souffle-douleur, son faire-valoir, tout ce que tu veux. Parce que je coûtais pas une scène. J'ai jamais vu de Gros Luxe. Parce que je coûtais pas une scène. Parce qu'on avait un budget pour engager 3 comédiens par saison. Okay. Sur 13 épisodes. Puis, on s'est rendu compte qu'ils s'y tournaient la caméra de côté pour parler au réalisateur. Ça ne coûtait rien. Puis je suis devenu un personnage au fil des épisodes. Puis, mais ça a mis comme un visage sur mon nom, puis ça m'a pas nui par la suite. François, avant les Bougons, c'était qui? Moi, j'ai commencé ma carrière en 1989, puis peut-être t'étais pas né. J'étais né, inquiète-toi pas, mais... OK. Avec Stéphane Bourguignon. Avec Stéphane. Au Festival de l'humour québécois, on écrivait des blagues pour la radio. C'est vrai. Et c'est comme... Non, mais c'est comme ça que j'ai commencé à gagner ma vie, comme auteur professionnel, c'est-à-dire à écrire des choses et qu'on me payait pour. Ouais. C'est qu'avant les Bougons, mon nom, il était dans le générique, mais il n'intéressait pas les gens. Les gens ne savaient pas trop ce que je faisais. J'ai fait beaucoup de jeunesse. J'ai fait Les Mecs comiques et 3 fois rien. Oui. Caméra Café. Qu'est-ce que je faisais? Ramdam. J'ai fait énormément. J'ai fait 100 scénarios de Ramdam. Fait que qu'est-ce que tu fais de bon ces temps-ci, mon grand? Tu dois être en pré-prod, en post-prod, en prod. Je suis en pré-prod avec une dame que tu connais bien, Fabienne Larouche. Je vais faire la saison 3 de Blue Moon. Une saison 3 de Blue Moon? Oui. Il y a eu une saison 2? La saison 1 et la 2, c'est un peu tournant en même temps. C'est un peu la même affaire, mais... Donc, oui, ça va être mon 5e été dans la télésérie. Je continue de découvrir cette affaire-là. C'est pas toujours simple, la télésérie. On n'a pas les moyens, mais on a les ambitions en maudit de ce qui se fait aux États-Unis puis en Scandinavie et tout ça. OK, mais tout de suite, discutons. Oui. Tu trouves pas qu'au final, on fait de la meilleure télé avec l'argent qu'on a que le cinéma avec l'argent qu'on a? Le sentiment que j'ai eu comme scénariste, moi, c'est que dès que tu écris cinéma ou scénario de film sur ta page titre de Final Draft, c'est comme si ça multipliait tout par 10. Tout coûte 10 fois plus cher. Mais moi, j'ai opéré vraiment dans un cadre de cinéma indépendant, puis je te dirais que c'est le contraire. Tu es habitué de boire de l'eau, pas de café. Tu n'écris pas des scénarios avec des folies comme du café. Non, mais moi, par exemple, j'ai fait Camion avec 1,5 million. J'ai payé tout le monde au minimum, incluant moi. C'est pas une question d'être gratteux. Julien Poulain est venu faire ça. Je sais pas si je serais heureux de me l'entendre dire, mais en même temps, c'est un don de soi qui le fait. Tout le monde est venu ce qu'on appelle en minimum scale, tu sais. Tous les techniciens, tout le monde. Puis après ça, c'est pas compliqué d'aller voir une compagnie de post-production puis de dire, écoute, on n'a pas d'argent, pouvez-vous nous aider un peu? Puis plus tu as de l'argent, plus les choses... T'as raison là-dessus. Plus tu as d'argent, plus les choses coûtent cher. Parce que cet aspect-là t'intéresse, toi? Ben, j'ai pas le choix comme créateur, je trouve. Toi, tu écris. Si j'écrivais, je m'en fous, là. Tu sais, je vais écrire puis essayer, tu sais, je l'aide d'une certaine façon. Mais quand tu réalises, après ça, c'est toi qui fais l'épicerie. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui... Tu sais, toi, t'écris une liste d'épicerie. Il y a des réalisateurs qui attendent qu'on fasse l'épicerie pour lui, puis eux, ils font la recette. Mais moi, je la fais, la maudite épicerie, tu sais. Puis après ça, je vais te pogner avec pour faire mon gâteau ou qu'est-ce que tu voudras, tu sais. Fait... Tu considères-tu comme un artiste ou un... un comptable? Ben, non, mais on blague, t'es un artiste puis tout ça, mais c'est rare, on dirait qu'en tout cas, je sais pas que comme c'est toutes ces personnalités-là dans une même personne. T'es très chanceux. Parce que, comme auteur et réalisateur, ce que tu imagines, tu peux déjà mécaniquement te dire, je pourrais le tourner comme ça et ça va avoir l'air de ça. Et ce qui est imaginé, ce qui est écrit, tu vois comment le tourner. Oui. Alors que comme scénariste, on vit souvent, et Pierre-Michel Tremblay m'avait initié à ça, on vit le traumatisme de l'incarnation. C'est que dans ta tête, pendant que tu imagines ton histoire, tu la vois la scène, tu vois l'endroit, tu vois les personnages qui souvent sont inspirés de proches ou de n'importe quoi. Et ça, là, c'est ça le film dans ta tête de scénariste. Quand le réalisateur prend ton texte, lui, il voit autre chose, il voit d'autres moyens de faire ça, il voit des comédiens. Et la première fois que tu vois en image l'histoire que toi, tu voyais d'une telle façon, c'est traumatisant.
et t'en vois pas tout de suite la qualité. Le plus grand choc que j'ai eu, c'est que les premières fois où j'ai vu des roches, des bougons, moi, ça se passait dans un appartement où j'avais été étudiant, dans ma tête à moi. C'était à ma grand-mère, c'était à ma sœur, c'était à ce monde-là, de cette famille-là. Et là, je vois ça, là, puis je découvre Hélène Bourgeois-Leclerc et tout ça. Et je suis pas capable de me dire si c'est bon ou si c'est mauvais. C'est juste fucking différent de ce que j'avais dans ma tête. Tu sens comment quand t'aimes pas quelque chose dans un scénario par rapport à le dire, à le verbaliser à ce pauvre auteur qui souvent a fait son gros possible, il est assis à la table. Qu'est-ce que ça me donne d'idée? Il y a une famille, il y a des enfants. Ouais. Ben, je dis pas, parce que ça me donne rien. C'est vrai. Ben non, mais il est trop... Comme je dis, on verra, parce que ça m'est pas arrivé encore. Là, quand il y a des choses que j'aimais pas, il était trop tard pour le dire. Vraiment trop tard. Le train est en marche, là, et on court tout le monde, puis on espère arriver, tu sais... Fait que tu tournes des trucs que t'aimes pas, des fois. Puis je me botte le cul, puis je me compte des menteries. Il faut que j'aime... faut que je tombe en amour avec quelque chose dans une scène, tu sais. L'acteur, le jeu de l'acteur, des fois, avec Maudit, qu'on a réussi à faire une belle lumière, puis un beau cadrage, puis que la scène est un peu banale, puis est un peu là pour être du remplissage, mais au... Qu'est-ce que la lumière est belle. Est-ce que tu aimerais piger une question pour moi? Mais moi, sur la script édition? Moi, j'en ai une. Moi, j'en ai une question. J'aurais pas besoin de ça. C'est quoi la script édition? On entend souvent ça, script éditeur, mais c'est quoi ce job-là, exactement? Je ne sais pas exactement. C'est-à-dire que un script éditeur, normalement, ça dirige un groupe d'auteurs pour créer des textes, des scénarios. Ramdam, par exemple, avait des script éditeurs parce que moi, j'écrivais le scénario numéro 22. Eh bien, il fallait que quelqu'un exerce le suivi, que ce que j'écris dans le 22, ça soit pas déjà dit dans le 21 ou dans le 18, que ce soit conséquent avec ce qui arrivera par la suite. Ça, c'est des script éditeurs, c'est des qui éditent, c'est-à-dire qui décident. Alors que la plupart du temps, je te dirais, je fais davantage le travail de coordonnateur d'écriture. C'est-à-dire que je regroupe les forces, mais c'est beaucoup plus collégial que ça. C'est-à-dire qu'on travaille ensemble, les auteurs, sur un projet. Commencer par du jeunesse, c'est là où on dirait que tout est permis, en même temps que tu apprends le métier, puis tu peux développer des choses extrêmement importantes. Il y a un contact qui est direct, qui est fort, hein? Les jeunes, ils réagissent fort. Et ça reste gravé longtemps. Ce que tu as vu en télévision quand tu étais jeune, ça t'a construit comme individu. Ouais. Fait que, en faisant du jeunesse, en tout cas, on participe à les construire.